Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Salut Joël! Salut Julien! Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Ben, c'est super. Mais oui, mais que c'est super. Hey, on part notre premier épisode qui ne fait pas simplement que définir le world building, mais qui en parle. On rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le sujet pour vrai. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit suivi avec toi de qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on a enregistré. C'est-à-dire, on a fait un lancement officiel. Oui. Bande-annonce, Instagram, Discord, tout est activé. Oui. Puis c'est ça. Puis je voulais juste te féliciter. Oh, merci, c'est gentil. Bravo pour ton beau projet. Merci, toi aussi, félicitations. Merci beaucoup. Ouais, ça commence, c'est excitant. Non, c'est le fun, les choses s'activent pour le vrai. Ouais. Puis, ben, tant qu'à faire, je voulais faire un retour sur le dernier épisode. OK. Où est-ce qu'on a parlé de world building, on a défini un peu la chose. Et puis, je me suis intéressé quand j'ai fait des recherches un peu plus pour l'épisode d'aujourd'hui, puis aussi avec un invité qu'on voulait avoir éventuellement. Je regardais le vocabulaire qu'on utilisait. Tu sais, il y avait un petit aspect... Par rapport à world building, par rapport à démiurgie. C'est ça, anglicisme, etc. Ouais. Fait que j'ai fouillé un peu plus, puis là, je me suis monté un mini glossaire de comment on peut utiliser des mots en français. Bon, c'est quand même quelque chose que je pense que naturellement, on va passer au mot en anglais des fois, mais je voulais nous le donner, tu sais, pour qu'on l'aille, parce que, ben, déjà, dès le départ, moi, ma pratique démiurgique couvre beaucoup d'inventions de langue. Fait que ça aussi, c'est comme des terminologies que je connais beaucoup en anglais puis que j'utilise toujours en anglais. Okay, fait que je voulais en parler un petit peu avant qu'on starte. Est-ce que tu nous as trouvé une solution? Ou... Je nous ai trouvé un petit glossaire. Ah ouais. Je peux je veux dire que j'ai monté moi-même avec quelques éléments, mais c'est juste, dans le fond, je te fais le topo rapide. World building, on avait parlé démiurgie. OK, on peut essayer de l'adopter de temps en temps. Je pense que j'aime de plus en plus ce mot-là. Je pense qu'au dernier épisode, j'étais comme ça détonne. Mais je suis prêt à y laisser une place. Fait que de temps en temps, ça va sortir. Est-ce qu'on l'aime de plus en plus ou on est tranquillement en train de devenir pédant? Je pense que je suis juste tranquillement en train de m'habituer. Oui, non. Ben moi, je réécoutais l'épisode en faisant le montage, le mix, puis pour vrai, démiurgie, je trouve que c'est bien en bouche. Ouais. C'est bien en oreille. J'aime ça. OK, je suis content que ça satisfasse tes sens. Ouais. Fait que du world building, c'est de la démiurgie. Un world builder, c'est un... Démiurge. OK. Ouais. On le fait-tu sous forme de quiz? Ah, OK, vas-y, prochain. Cool. Si j'utilise le verbe to world build, Ouf. là, on bloque un peu, hein? Puis j'ai rien trouvé. Ben, c'est parce que démiurger, je démiurge, tu démiurges. Moi, je propose quelque chose juste pour le fun parce que je suis linguiste puis j'aime ces choses-là. Okay. Un mot comme métallurgie, comme sidérurgie, les mots qui finissent en urgie naturellement en français n'ont jamais de verbe, mais leur racine latine, c'est du grec adapté au latin, qui a la même source que le verbe surgere en latin, qui est devenu surgir en français. Fait que je propose démiurgir, juste parce que c'est vraiment laid. OK. Fait que là, ça voudrait dire que je dis en fin de semaine, j'ai démiurgie. Ouais, j'ai démiurgie, tu sais. Mais ça se peut qu'on démiurgisse. Okay. Puis ouais, j'aime ça. La semaine passée, je démiurgissais. Est-ce une façon d'ajouter ça officiellement au Becherel? Je pense que si on pousse assez fort, si notre podcast va... excuse-moi, si notre balado... Là, on est en train de faire... Voyons donc. Puis c'était la prochaine question, j'imagine. Mais oui, si notre balado se rend quelque part, on a une certaine portée à un moment donné, ben écoute, c'est ces mots-là que les gens vont utiliser. Maintenant, ça nous donne un mot en français qui n'existe même pas en anglais, c'est-à-dire un adjectif pour world building. Il n'y a pas d'adjectif en anglais. Si je dis quelque chose par rapport au world building, je vais juste apposer le nom world building, le gérondif. Je vais l'apposer avant. Je vais dire comme it's a world building task. C'est une tâche de world building. En français, on aurait accès à un adjectif démiurgique. Ah, ben oui. Fait que ça, c'est cool. C'est que ma pratique démiurgique, c'est quand je fais de la démiurgie. Absolument. Puis, le dernier que j'ai vu dans des trucs que des fois j'utilise, puis ça nous permet d'en parler aussi, c'est le World Builder's Disease. La fièvre démiurgique? Écoute, je vais te proposer quelque chose, mais premièrement, c'est quoi le World Builder's Disease, Julien?
C'est quand tu mets le doigt dans l'engrenage puis tu commences à créer quelque chose puis là, t'arrêtes plus puis tu mets ton focus sur quelque chose qui est pas nécessairement utile à ton œuvre. Ouais. C'est ça à peu C'est près? exactement Ok. ça. C'est le tomber dans le trou du lapin de la démiurgie. OK. Que j'ai affectueusement nommé une démiurgite. Ah! Qu'est-ce c'est que beau. t'en penses? Ah oui! C'est merveilleux. Cool. Je sais pas si faut que j'essaie de me rappeler de tout ça, là, mais Ben, Démirgite, c'est... En toi puis moi, on va sûrement l'oublier, mais si un jour on a à parler de démiurgite, Je on suis a atteint le d'une mot. démiurgite aiguë. Oui, ben Ouais, oui. ok. Tandis que moi, c'est plus chronique. Ouais, c'est vrai. Euh, Terminal. le setting, on a déjà défini ça comme un peu le contexte ou le cadre. Le cadre. Je trouvais souvent ça, le cadre spatio-temporel. J'ai ça de dire spatio-temporel parce qu'on dirait qu'on fait appel à quelque chose vraiment d'astronomique et de, quand dans le fond, on veut juste dire même la place. Mais le cadre, pour moi, ça fonctionne bien. Puis sinon, ben, les autres qui sont faciles puis évidents, c'est dans le vocabulaire anglophone qu'on trouve, il y a souvent aussi des mots comme biofiction, geofiction. Donc, ces éléments-là qui sont spécifiquement un aspect de la construction d'univers spéculative. Tu sais. Fait que souvent, c'est mettons, geofiction, où tu vas trouver speculative geology. Ok. Tout ça se traduit full simplement. On va juste dire biofiction, géofiction, c'est génial. Ouais, Qu'est-ce c'est que t'en vrai. penses? Ouais, Tu peux absolument. faire de la zoofiction puis inventer des monstres. Ok. Fait que si c'est des mots qu'on croise, ça se traduit comme un pet. Et puis le dernier élément qui est plus intéressant, c'est, en tout cas pour moi, c'est que je fais beaucoup de conlanging. Fait qu'un conlang, c'est quelque chose que tu as déjà entendu? Oui, lang c'est pour language, puis con c'est pour... Constructed. Constructed. Fait que c'est un mot valise de constructed language, conlang. Et langage construit. Langage construit. Sauf que si tu le fais en français, tu dis langage con, ça passe moins bien. Fait que il y a comme pas de bonne traduction. Sauf que étrangement, pour quelqu'un qui fait cette pratique-là, il y a le mot idéolinguiste. OK. Donc, à partir de idéo et linguiste, ok, cool, quelqu'un qui crée un langage imaginaire. Donc, un idéo-langage? ben c'est ça, fait que naturellement, mais je l'ai pas trouvé nulle part idéo-langage, mais pour moi, il est naturel dans ce paradigme-là de mots. Fait que idéolinguiste, conlanger, idéolangage, conlang, puis la pratique du conlanging serait de l'idéolangaison, je sais pas. OK. Écoute, je te laisse ça je vais à entre toi les hasard. mains, parce que langaison, oui. Ben, je sais pas. OK. Langation, languement, idéolanguement. Idéolanguement, j'aime ça. Ok. Idéolangaison, c'est bon. Écoute, je sais pas, mais tu sais, c'est sûr que ça va être à définir quand on va parler de conlanging. Je sais pas quoi faire à part utiliser conlang. Fait que je vais m'orienter avec ça un peu. Ouais, j'aime ça, idéolangaison. Ouais, ok. Dans le fond, t'es en train d'en faire. Je suis en train d'en faire, tu sais. Ouais. Puis dans les conlangs, il y a des détails aussi, tu sais. On appelle des fois des auxlangs, des artlangs, le jour où on va en parler, on arrivera avec un petit glossaire parce qu'il y a différentes versions des idéolangues. OK. Ouais. Fait que ça fait le tour un peu de comment se donner les outils pour parler en français de ce qui nous passionne. C'est une excellente idée. Là, on rentrerait dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on s'est donné comme mission de parler de quoi, Julien? On s'est donné comme but de parler d'un des aspects de la démiurgie. On a choisi pour cet épisode-là la xénobiologie et la vie. Ouais. Fait que dans le fond, pour parler un peu de notre processus de choix, c'est pige dans le chapeau. Exactement. C'est pas mal ça, là. On s'est dit, hey, voici tous les aspects qu'on aimerait couvrir. Moi, ce serait le fun d'y aller un peu au hasard, puis de piger, tu sais, puis de voir. Fait que la xénobiologie, la vie, l'apparition de la vie dans un monde fictif. Son évolution. Son évolution. Fait que, puis là, on parle vraiment de la vie at large. Tu sais, ça peut être la vie avec les formes de vie les plus évoluées, ou même juste l'apparition de la vie elle-même, là. Fait que ouais, écoute, rentrons dans le vif du sujet. Ouais, ben écoute, moi, au début, j'avoue que c'est un sujet que je trouvais qui était un peu... qui me semblait difficile d'approche parce qu'on rentre tout de suite avec xénobiologie, puis là, tu dis à tes proches, je prépare un épisode sur la xénobiologie. C'est un terme qui est un peu intimidant. C'est
sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Déjà que tu dis que tu fais un podcast sur la démiurgie, Ouais, c'est ça. quand l'épisode est sur la xénobiologie, tu te fais des ennemis, là, carrément. Là. Ben, des personnes très proches qui font ben je vais l'écouter. Oui. Là, tu fais comme ouais. ok. Beaucoup de points d'interrogation dans les yeux. T'en as-tu eu dans le dernier mois quand t'as dit à tout le monde que tu te partais un podcast? Oui. Puis qu'ils disent, ah ouais, tu vas recevoir des gens connus? Non. Pas tant connu, non. Mais bon, ben c'est ça. Fait que xénobiologie, c'était un des mots que quand j'en parlais à mes proches, moi-même en le voyant, j'étais pas certain. Mais je me suis rapidement rendu compte que ça ressemblait pas mal à ce que je faisais quand j'étais jeune enfant. Des dessins de créatures qui n'existent pas, puis des monstres, puis des fois, je sais pas si tu faisais ça quand t'étais petit, mais un mélange de deux animaux ensemble, puis là tu... Ouais, des hybrides, simplement. Bon, ça, en tout cas, je sais pas si j'étais unique à faire ce genre de dessin-là, ce genre de travail-là, mais j'ai trouvé qu'il y avait un aspect qui était très, très ludique à l'exercice de la xénobiologie. Là. Dans le fond, c'est de faire quelque chose de le fun, c'est de faire quelque chose qui est drôle. Puis moi, comme tu vas le voir tantôt, je suis pas parti de... Oui, un aspect scientifique, mais j'ai quand même une petite connaissance par rapport à, mettons, l'évolution, puis la théorie de Darwin, mais j'ai décidé d'y aller avec qu'est-ce un peu avec la rule of fun. Ouais. Rule of cool. Rule of cool, ouais, exactement. Y aller avec quelque chose qui me plaît, y aller avec une créature que je trouvais juste cool, finalement. Oui, parce que toi, tu as utilisé le segment d'aujourd'hui où on traite un aspect du world building. Tu l'as utilisé pour ta création. On va y arriver plus tard. Exactement. Puis il y a un lien avec ça. Oui. C'est ça. Oui. Mais j'imagine qu'il y a tout un aspect scientifique qui vient avec ça, mais moi, je m'en suis tenu à un minimum, dans le fond. J'aurais pu faire beaucoup de recherches, puis là, expliquer pourquoi telle créature a tel trait évolutif, puis... mais évidemment, là, avec le temps qu'on a, j'ai décidé d'y aller au plus simple. Mais de toute façon, c'est un choix valable. D'y aller au plus simple, des fois, c'est ça qu'il faut faire. Ça fait partie du sweet spot de construire un univers. Si on construit avec le détail de l'univers réel, du monde primaire, et on finira jamais. Puis ça devient plate assez vite. Fait que pour moi, j'aime ça m'informer beaucoup du plate, puis creuser dans le factuel, puis dans le vrai, jusqu'au point où je suis pas encore rendu dans une démiurgite totale. Ouais. Je suis encore comme juste en train de frôler, passer par-dessus un beau survol de cette science-là. Puis qu'il y a des pointes des flashs qui m'arrivent, que je fais « Ah, ça, je pourrais l'utiliser ». Puis là, je pars en dérape dans de l'imaginaire à partir de ça. Mais si tu fais tout le legwork, là, si tu fais le gros travail derrière la scène, là, premièrement, personne ne va aller voir ton travail derrière la scène. Puis, fait que, tu sais, ça doit avoir des mathématiques super complexes. Il y a juste toi qui le sais, là. Ben, c'est qu'en partant, j'ai fouillé un peu la littérature qui existait à ce sujet-là. Puis la plupart des auteurs ont il y en a qui ont comme c'est leur métier, là, ils ont un bagage scientifique qu'ils amènent avec eux. Mettons un biologiste. Ouais, exactement. Fait que là, lui, c'est sûr qu'il va y aller dans le détail. En quoi la biologie, la science de la biologie peut nous permettre d'essayer d'anticiper qu'est-ce que cette créature-là va devenir si elle est dans un environnement qui est complètement différent que la Terre, mettons. Mais j'ai vu que même avec l'aspect ludique ou le rule of cool, il y a quand même des décisions que tu peux prendre qui peuvent aussi te permettre d'anticiper réellement qu'est-ce qui pourrait arriver avec une créature dans un milieu, dans un contexte qui est différent que celui qu'on connaît. Mais c'est ça. Fait que moi, c'est surtout ce trait-là que j'ai trouvé intéressant. Mais tu sais, quand on regarde des auteurs, moi, j'ai trouvé, je sais pas si tu as vu le nom de Dougal Dixon circuler sur tes recherches, mais le gars, c'est un géologue, c'est un paléontologue, il fait de l'éducation, c'est un auteur. Mais il est dans le spéculatif. Il est dans le spéculatif, ouais, complètement. Sauf que quand tu regardes ses sketchs, ses dessins, ou quand tu lis des descriptions qu'il fait, il y a vraiment un aspect qui est du pur plaisir là-dedans. Puis tantôt, je vais te parler un petit peu d'un autre auteur. Lui, il est vraiment un auteur de science-fiction, puis il a décidé qu'il puisait dans ses connaissances scientifiques que lui avait, mais aussi il allait avoir des amis. Fait que c'est sûr que quand tu fais de la xénobiologie, ben là, d'aller comme
consulter des gens que tu connais, qui ont des connaissances que toi t'as pas, ou plutôt même Internet, ou des livres, ou aller à la bibliothèque, être informé, ben ça peut t'aider si t'es vraiment à fond dans l'aspect scientifique. Ben oui, puis quand t'as une idée en tête déjà, puis tu sais où tu t'en vas dans ton univers, là, tu peux aller trouver tes réponses dans la science. C'est pas mal plus facile de travailler comme ça. À l'envers. À l'envers. Ben ouais. Que d'y aller avec c'est quoi déjà la vie? Puis là, tu pars de zéro. Puis on va le faire l'exercice parce que je voulais vraiment le faire pour cet épisode-ci. Si tu veux, je peux commencer tout de suite. Ben oui. Mais tu sais, c'est quoi, comment la vie est apparue sur Terre? C'est quoi l'essence de ce qui fait que la vie est possible? C'est des questions qui peuvent quand même donner des bonnes pistes, mais tu es en train de travailler là, sur un terrain là, qui ratisse tellement large que c'est difficile après ça de ratisser puis d'aller plus précis. C'est que ça ratisse tellement large, mais en même temps, on a un seul exemple. Oui, c'est ça. Ben écoute, ça fait rêver le début de la vie parce que t'es comme, bon, ben c'est arrivé une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Mais laisse-moi plonger, OK? Ouais, OK, vas-y. OK, cool. Parlons de la vie. Je suis pas je le dis d'emblée, là, de toute façon, ça va être ça à chaque épisode. Je suis pas biologiste, je vais parler de l'apparition de la vie puis de la biologie à travers ma barbe. Écoute, m'a parlé n'importe comment, dire n'importe quoi, mais on le fait là parce que on fait des petites recherches, on fait nos devoirs, puis on arrive avec des idées. Oui, puis on s'ajustera si jamais on commet des graves erreurs. Exactement. S'il vous plaît, le public, là, dites-nous-le. Puis on va après ça s'excuser. Je pense qu'on va s'excuser constamment à chaque début d'épisode. OK, cool. Fait que, mettons, la vie de la façon qu'elle est la taxonomie est faite, là, scientifiquement, de la façon que tout ça est compartimentalisé, ben, ça a commencé dans les années 1700-1800, surtout avec Carl von Linné, qui était un naturaliste à l'époque, là, qui appelait comme Darwin un peu, puis qui a commencé à mettre ça dans des boîtes, puis dire, mais c'est quoi la différence entre le règne animal, le règne végétal, etc. Fait que, mettons, je regarde ça, aujourd'hui, il y a eu plein d'évolutions là-dessus, puis il y a plein de... Il y a plein de discours concurrents, il y a plein de théories qui se font un peu compétition dans genre ah oui, ce règne animal-là, OK, mais les eucaryotes, les prokaryotes sont pas ensemble. Fait que c'est toutes des affaires qu'on connaît pas vraiment, mais dire que ça a évolué de von Linné à un autre gars qui s'appelait Vose, à un autre gars, un duo de Cavalier-Smith, puis finalement Ruggieri, qui était ma dernière source, qui date de 2012-2015. Fait que tu sais, c'est des trucs plus récents. En général, tout le monde dit que les virus sont non cellulaires, donc c'est pas officiellement de la vie, ou c'est de la vie non cellulaire, mais ça m'a amené tout de suite à la réflexion de, oui, les virus. World building virus, j'aurais jamais pensé à aller là, mais c'est super intéressant d'aller là. C'est fou. Fait que techniquement, c'est pas de la vie. C'est weird ça, hein? Ouais. Parce que le virus peut pas exister sans un autre. C'est pas de la vie. C'est juste un add-on, c'est un plugin sur ta vie. Malade. Après ça, si tu rentres dans c'est quoi qu'est la vie, c'est cellulaire. Fait qu'il y a deux grands domaines qui existent. Les prokaryotes, qui sont unicellulaires, fait que c'est des petites cochonneries. Hein? Puis les eucaryotes, qui sont pluricellulaires, donc la plupart de la vie qu'on connaît. Nous. Dans les prokaryotes, t'as des bactéries puis des archées. Une archée, c'est une bactérie, mais non, c'est pas une bactérie. OK, fait que déjà, c'est très simple, finalement. On s'en calisse. Okay. C'est toutes des petites cochonneries qui traînent dans l'océan et sur notre bouffe et dans notre flore intestinale. Fait que, à quel point il y a du world building à faire à partir de ça, je sais pas, mais des fois, ça peut éliciter une idée, tu sais. Puis tu pars d'un spark, puis tu veux parler de bactéries, puis tu peux aller sur, je sais pas moi, tu pourrais inventer tout un élément de ton monde qui a rapport avec la moisissure. Puis, let's go, tu sais. C'est une option viable. Si ton focus, si ton cadre spatio-temporel absolument ne touche pas à la bactérie, au virus, tu peux juste assumer que c'est la même affaire que notre monde. Dans peu importe quel monde. Mais je pense qu'on parle tout le temps de ça. Ouais. C'est la règle zéro, tu sais. Ah, absolument. J'aime ça, c'est règle zéro. Quand on n'a pas d'informations sur les bactéries dans... Je sais pas, c'est quoi les informations sur les bactéries dans ta franchise préférée? Oui, c'est ça. Il y en a pas, ben d'après moi, ils existent, puis ils sont gérés de la même façon que nous, on les gère. Ouais. Mais après ça, quand on rentre dans les eucaryotes, ça devient intéressant. Tout de suite, on a 5 règnes dans les eucaryotes. Les protozoaires, ça, c'est des petites cochonneries comme les bactéries puis les archées. Fait que laissons-les de côté. Pour le fun de les laisser de côté. Les chromistes, qui sont une version des protozoaires spéciale.
Encore une fois, j'ai Une le goût autre cochonnerie. Ouais, on va Ok. mettre ça sur le back burner jusqu'à ce qu'un jour, ça nous intéresse. Mhm. Mais après ça, il nous reste les végétaux, les animaux et le règne fongique. Ouais. Fait que déjà, moi, dans mon world building, j'ai travaillé avec les mycètes. Là. Le mycète, c'est le mot qu'on utilise pour le règne fongique. Ouais, les champignons. Les champignons. Les champignons, disons-le. Ouais. Fait que déjà, moi, j'ai travaillé avec des trucs par rapport à une espèce qui a évolué des champignons, un peu comme les myconides dans Donjon Dragon. Ouais. Puis, fait que, tu sais, c'est utile que j'aille fouiller dans la xénobiologie, pas juste dans la xénozoologie, mettons, puis parler des animaux spécifiquement, mais non, le règne fongique, il faut que je le traite, il faut que j'aille fouiller comment ça fonctionne, les spores, les ci, les ça. Ouais. Je me suis noté ici que c'est intéressant de penser à concevoir des monstres, puis des humanoïdes sentients, etc. Mais il faut, tu sais, il faut pas délaisser l'idée de concevoir une botanique Absolument. à ton univers Ouais. qui pourrait être funky. Tu sais, je pense rapidement, je pense mettons à Avatar. Ouais. Les plantes sont bleutées. Puis juste ça donne une identité esthétique. Bioluminescence. Beaucoup de ouais, bioluminescence. Puis, fait que c'est quand même quelque chose qui est intéressant en soi à regarder vite. Tu sais, je dis pas nécessairement que c'est le point central de ton climax de la fin de ta trilogie qui porte sur le fait que cette plante-là, elle éclaire. T'es pas obligé d'aller là. Non, mais ça peut être intéressant si, mettons, ton univers fait mention, mettons, d'alchimie ou de potions magiques. Ouais. Ben, est-ce que tu utilises encore une fois la règle 0, là, Ouais. le statu quo terrestre, puis ben la potion est faite avec des pissenlits, puis peu importe, du sang de chauve-souris, Ouais. ou tu crées vraiment tout un aspect botanique à ton monde, puis là, tes potions sont faites avec des plantes inventées qui ont... Oui. Tu leur donnes des noms, ça peut être un nom dans une langue inventée, ça peut être aussi à consonance latine, ça sonne comme des vraies affaires. Ah, ça c'est une fleur, c'est une Garvetia, tu sais. Puis tu t'as inventé un mot au hasard, mais là tu l'inclus dans ton univers, puis on comprend que la fleur est rose, puis qu'elle a des pics, mais c'est pas une rose. Puis c'est quand même une pratique qui est répandue beaucoup dans la littérature. Vraiment, entre je sais pas moi, l'Athélas qui guérit Frodon, puis... Je le savais qu'on s'en allait dans le Seigneur des Anneaux. Non, pas obligé. Pas obligé, voyons. Mais oui, j'y ai pensé aussi, ouais. Puis les virus aussi, on peut avoir cette attitude-là aussi, puis dire, ben, il y a une épidémie, une pandémie dans mon monde, qui est liée à un virus. Puis on peut travailler là-dessus. C'est sûr que c'est un peu close to home ces temps-ci, mais mais il y a quand même moyen justement de même peut-être créer une histoire qui nous touche précisément parce qu'on a vécu ça dans les dernières années. T'sais. Bien sûr. Fait que l'apparition de la vie elle-même, ben là, tout ce que je viens de dire là, c'est commencé sur Terre. Puis la vie est faite de carbone dans un solvant qui s'appelle l'eau. Fait que ça, c'est les composants chimiques qu'on a ici. Mais si on parle de biologie, on peut aller jusqu'en biochimie puis dire, ben, tu sais, il y a d'autres options, il y a d'autres versions possibles qui ont été postulées pour que tu aies de la vie. Dans le fond, les 4 composants de la vie, c'est du carbone pour faire la matière, l'eau qui est un solvant. Tout se passe. Un solvant, c'est que ça dissout le carbone sans en altérer la molécule, sans en altérer la forme. Fait que ça permet à ce que les choses bougent et communiquent ensemble et donc l'information peut se passer, ce qui m'amène au 3e élément, l'ADN, puis au 4e élément, l'ARN. Ouais. Fait que quand t'as ces affaires-là, t'as la vie telle qu'elle est sur Terre. Dans le fond, l'ARN puis l'ADN, c'est de l'information. Fait que oui, il faut de l'information. Le carbone, c'est de la matière, puis l'eau, c'est l'espace dans lequel ces affaires-là se passent. Tu peux recréer la même chose avec du silicone dans de l'ammoniac. Pas du silicone, excuse-moi, du silicium. Ça, c'est mon anglicisme qui passe. Du silicium dans de l'ammoniac, qui a été postulé souvent comme étant une autre version parce que le silicium est tétravalent, comme le carbone. Il peut tenir 4 atomes en même temps dans une molécule complexe et donc former une chimie organique intéressante. Je vais peut-être te surprendre avec une question pour laquelle tu n'es pas préparé, mais est-ce que ça a été observé, mettons? Non. Ou c'est une théorie? C'est juste une théorie. Puis il y a des éléments, dans le fond, dans tout ce que je vais dire, là, d'autres versions, il y a des éléments qui ont été observés, mais qui sont pas sur d'autres, mettons, des astéroïdes, des choses comme ça, mais que tu peux pas confirmer que c'est effectivement, ça pourrait donner lieu à de la vie. Puis j'ai trouvé certaines sources
qui parlait de certains éléments qui ont été confirmés. Ça a été vu sur un astéroïde, etc. OK. Mais je me sens mal à l'aise des cités, parce que je suis pas sûr, j'ai pas fouillé assez loin, c'est pas ma science. Mais en général, c'est hypothétique. Donc, c'est de la biofiction. C'est de la biofiction. Mais tu sais, je veux dire, dans le milieu scientifique, c'est pas de la biofiction, c'est carrément de la des recherche, hypothèses puis solides, là, basées sur des choses. Fait que le duo silicium-ammoniac existe. Il y a d'autres éléments aussi qui sont hypothétisés. Des molécules à chiralité inversée. Chiralité en français. Chiralité, tu sais c'est quoi? Ouais, chiralité, ouais. C'est miroir, un effet miroir. Fait que dans le fond, tu as une molécule qui existe dans notre monde. Il n'y a aucune raison pour laquelle elle pourrait pas exister dans sa version miroir. Carrément, l'agencement est fait à l'envers. OK. Puis ça peut être synthétisé en laboratoire, mais il n'en existe pas. Fait que tu pourrais imaginer une planète où la vie apparaît, mais avec une réalité qui est inversée à notre monde, à nous. Puis c'est tout à fait logique que cette forme de vie-là pourrait exister. Ça ferait un effet un peu antimatière, tu sais, OK. par rapport à notre version à nous de la vie. J'ai de la misère un peu à concevoir de Moi quoi ça aussi. pourrait avoir l'air. OK, parfait. Moi, c'est pas genre tous les animaux devant un miroir, puis toutes les plantes devant un miroir. OK, ouais. C'est pas aussi simple que ça. OK, c'est quelque chose qui va de l'ordre de je le lis, mais je le comprends pas, mais OK, ça peut exister. Exactement. OK. Exactement. Puis, bon, c'est ça, il y a d'autres solvants qui ont été considérés et vraiment par des scientifiques. Le fluorure d'hydrogène pourrait être un solvant efficace. Le sulfure d'hydrogène aussi, pour le carbone. Fait que ça créerait une vie sans avoir d'eau qui serait équivalente à la nôtre, mais il n'y a pas d'eau. Tout se passe dans du fluorure d'hydrogène puis du sulfure ou du sulfure d'hydrogène. Fait que la vie apparaît sans eau. Fait que tu peux imaginer un monde, une planète sulfurique. Puis il y a la vie qui apparaît, qui est semblable à la nôtre. Fait qu'on peut travailler avec des monstres qui ont de l'air de nous, puis tout, puis des sentients. Est-ce que le sulfure devient... mettons, est-ce que ce nouveau solvant-là devient aussi important que l'eau l'est pour nous? Ouais, oui, c'est sûr. Doit parce que trouver sans une façon ça, la vie est jamais apparue. Fait qu'il faut qu'il y ait des océans de sulfure d'hydrogène. Puis il faut qu'il y ait un mécanisme d'absorption. Ouais. Dans la plante ou chez l'animal. Ou... Toutes ces affaires-là. On parle d'avoir l'énergie, on parle de photosynthèse, ouais. Mais tout se passe différemment. Par exemple, si c'est vraiment une atmosphère qui permet au sulfure d'hydrogène liquide de créer des océans, elle n'est pas faite des mêmes choses que la nôtre. Donc, la réfraction de la lumière du soleil n'est pas la même. Donc, les plantes sont pas vertes. Ouais. L'océan est pas bleu. Planète volcanique épeurante avec du sulfure partout. Puis il y a des monstres, puis des... Tu sais, déjà, on part. Ouais, on voit le processus là, qui est en train de s'opérer. Je suis parti d'une page Wikipédia sur c'est quoi les formes de vie hypothétisées, puis je m'assois avec mon pinceau, puis on crée des affaires imaginaires, puis on tombe dans le ludique comme tu faisais quand tu étais petit. T'sais. Fait que moi, j'aime ce procédé-là. Bon, les autres éléments, là, arsenic, le bore, ça serait viable, mais ce l'est pas parce que c'est trop rare dans l'univers, c'est pas crédible de savoir que... Puis, whatever, le soufre, le phosphore, c'est trop réactif, ça pourrait pas arriver. Okay. Mais les formes de vie autres qui m'intéressaient, c'est les formes de vie non biologiques. Donc, on parle de xénobiologie, puis automatiquement, on parle pas de vie non biologique, mais je me suis dit, on peut aussi juste effleurer le fait que, puis parler à nos auditeurs qui font de la démiurgie, que c'est tout à fait possible d'évoluer une vie non biologique. La robotique, la cybernétique, l'intelligence artificielle, ou même de l'anthropomorphisme non expliqué. Je pense à Toy Story. Tu comprends? Genre, tu peux créer une très bonne histoire avec plein d'affaires qui se passent. Puis c'est pas expliqué par la science aucunement, ça défie toute la science. Mais à partir du moment où tu assois tes bases de... Ça, c'est les règles du jeu. C'est les règles... Ouais. Là, on est correct, là. Cars. Ah, ouais. Pixar, c'est les maîtres. C'est un vrai cauchemar, Cars, quand tu y penses. Puis qui a construit ces autos-là? Sont où les usines? Puis c'est-tu comme des chars qui ont construit des... Christine, genre? Je sais pas. Ça fait peur. Ouais, Cars, c'est vraiment épeurant. Puis on parle même pas de planes. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que, mettons Toy Story, pour y revenir un petit peu, les règles du jeu te sont juste données dès le départ. Ouais. T'embarques, puis t'as pas besoin de l'expliquer plus que ça. Je sais pas si tu te souviens du film Toy Soldiers. Oui, hey man, c'est tellement là, il l'explique là-dedans. Petit soldat, parce que t'as vraiment comme une microchip dans le jouet qui est l'intelligence artificielle, finalement. Là, ils te mettent un genre de contexte scientifique sur pourquoi les jouets bougent, puis ils ont une relation avec les humains. Mais Toy Story, c'est... Ben, Cars, oh my god, ouais.
Ben, âme, soul. Oui, aussi. Fait que tu sais, mais là, on parle de Pixar parce que Pixar sont les maîtres dans faire ce genre de choses-là. Il y a plein d'artistes, plein d'écrivains qui ont fait ça, là. Mais de le faire pour le grand public, que ça soit aussi accepté, Ouais. mais c'est parce que c'est pour enfants. Mais après ça, ils sont capables de rentrer des thèmes plus adultes, fait que ça devient des films qui sont considérés comme familiaux, etc. Ouais. Mais oui, c'est ça. Il y a des versions de la vie qui ont rien à voir avec ce que je viens de faire, là, de parler de sulfure. Là. T'es pas obligé d'aller là. Mais on s'éloigne de la biologie quand même. On s'éloigne tout à fait de la biologie. Puis aussi, si on travaille avec l'intelligence artificielle, puis on parle des formes de vie, ou comment ça s'appelle, du fantastique qui est pas bayésien, Bangsien. OK. Là, tu m'apprends quelque chose. Bangsien? Ouais, une histoire bangsienne. C'est en l'honneur d'un auteur qui s'appelait Bangs. OK. Toute histoire qui se passe dans l'afterlife, des trucs qui se passent après la mort, ça a un nom, là, fait que t'as tout un univers qui est créé pour l'après-mort, que ça soit... Démonologie... Oui, que ça soit carrément le paradis, l'enfer. Je veux dire, on peut dire que Dante a écrit des choses bangsiennes, mais The Good Place aussi, c'est bangsien. Ah oui. Okay. Tu peux aller dans... Ou même... Wrist Cutters, je sais pas si t'as vu ça. Non, j'ai pas vu ça. Ouais. Mais j'imagine. Okay. Écoute, c'est quoi? Ben, c'est un trigger warning. C'est des gens qui rejoignent un genre de village après s'être enlevé la vie. OK. Ouais. Fait que là, ils se retrouvent tous dans ce genre de village-là où tout est un peu bland, là, tout est un peu pâle, puis monochrome. Mais ils se refont une vie là-dedans, tu sais. Ah ouais. Ils font des rencontres, puis si je me souviens bien, c'est une comédie romantique un peu. Là. OK. Ouais. Hey, ça me fait penser à... Avec Tom Waits. Moi, ça me fait penser à What Dreams May Come avec Robin Williams. Ah oui, c'est quoi ça? C'est comme sa femme a fait une peinture, elle est peintre, puis là, ses enfants meurent dans un accident tragique, sa femme s'enlève la vie, lui il finit par mourir, puis il se ramasse dans la toile, puis dans une espèce d'après-vie où il reconnecte avec sa famille. Mm-hmm. C'est vraiment pas un Robin Williams comme... Connu, c'est pas Black Small. Okay. C'est pas Mrs. Doubtfire. Mais oui, c'est ça, c'est bangsien, tout à fait. Ouais. Fait que ça aussi, c'est un aspect de traiter, de parler de la vie sans en parler. Tu fais un choix comme ça. Ou encore, si tu y vas dans la version technologique, des choses comme Vanilla Sky ou Upload, c'est la singularité, là. C'est quand on est capable de mettre notre âme dans un ordi, qu'est-ce qui se passe après ça? Ouais. J'ai Soma aussi, qui est un jeu vidéo qui traite un peu de la même chose. Mm-hmm. Un peu même de transhumanisme, là. Ouais. Je sais pas si tu as ça dans tes notes parce que j'ai pas tes notes sous les yeux, mais est-ce que parce que là on est c'est pas tes affaires, c'est mes notes. Parce que là on est vraiment dans le la biologie des choses, comment la vie peut apparaître, quelles circonstances, mais dans la fantasy, dans la littérature, on a souvent des mondes où ou même dans la vraie vie, c'est une croyance. Il y a des gens qui croient qu'on a été créés par un être suprême. Oui. Puis là, ça, dans Le Seigneur des Anneaux, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Je suis sûr que j'ai déjà entendu parler de ça. Ou dans plein de mondes associés au jeu de rôle, t'as un panthéon divin qui est responsable d'avoir façonné différents humanoïdes. Est-ce qu'on est quand même en xénobiologie? Ben, je pense qu'on en sort si on parle du Panthéon ou si on parle des choses comme l'origine de cette créature-là, elle est expliquée de façon surnaturelle parce qu'elle a été créée par un être suprême ou parce qu'elle a été créée par un magicien. Ouais, pour moi, c'est la même question que demander si le Big Bang fait partie de la physique. Pour moi, c'est le point de truchement entre on sait pas puis on sait. Fait que la xénobiologie, c'est à partir du moment où il existe, on parle de la vie. Mais leur moment de création, je recouperais ça un peu dans des choix cosmogoniques, créer le Panthéon, etc. C'est carrément, soit tu travailles la religion de tes cultures, ou soit tu es en train de travailler ce qui est canon et officiel, et donc tu es en train de travailler les divinités puis les choses qui sont plus grandes que ton monde. Mais oui, c'est sûr que ça y touche, mais pour moi, c'est pas ça. OK.
Puis il va y avoir des points où ça va se recouper, d'après moi. Parce que tu dis, cette créature-là a été créée par tel dieu, et c'est pour ça que son anatomie est faite de même. Oui, exact. Donc là, on parle d'anatomie, on fait de la xénobiologie. Quand on parle du dieu, puis de sa raison, de sa motivation, là, on fait plus de la xénobiologie. Ouais. Ça, c'est vraiment pas important. Parce que la question que tu me poses là, je me dis, mais ça, c'est juste savoir comment nommer les affaires qu'on fait. Non, mais c'est parce que c'est un processus pour moi qui est des vases communicants. C'est parce que si on parle, mettons, d'évolution spéculative, là, on va expliquer l'apparition d'un troisième œil chez une race humanoïde parce que, bon, je sais pas, il y avait dans son milieu, la lumière était pas idéale, ou c'est un ocelle vestigial qui s'est développé, bon. Mais peut-être que le dieu qui les a créés a décidé, maintenant, vous avez un troisième œil. Ben, ça, c'est des décisions qu'on peut prendre, puis c'est des décisions qui nous enlèvent de la job d'un bord, mais des fois qui nous en redonnent de la job d'un autre bord. Pourquoi Dieu a décidé de faire ça? Absolument. C'est parce que avec son frère, il y a eu une vieille chicane de famille, il y a quelqu'un qui s'est enlevé un œil, puis là, lui, il l'a pris, puis il l'a posé sur ses créatures. T'sais, dans le fond, tu comprends que tu te donnes la job, mais une job plus fantaisiste. En fait, c'est correct, parce que dans le fond, on veut, en tant que on veut, dans notre démiurgie, amener de l'eau au moulin. Ouais. On veut avoir une soupe créative, puis peu importe d'où ce qu'elle vient, c'est toujours gagnant. Mm-hmm. OK. Ouais. Puis, tu sais, quand on parle, mettons qu'on fait quelque chose de plus science-fiction, on peut aller chercher, mettons, la théorie de la panspermie. Tu sais quoi, la panspermie? Non, c'est genre cette théorie-là qui postule que c'est possible que la vie sur Terre ne vienne pas de la Terre. Ouais. Puis même à un niveau un peu plus large, c'est que juste la vie se passe de planète en planète, souvent avec des astéroïdes. Puis ça, il y a des confirmations que effectivement c'est arrivé entre un astéroïde qui s'est promené puis qui est arrivé sur Terre. Et il y a des traces de molécules qui pourraient renfermer de la vie, des bactéries, des extrémophiles, des créatures qui peuvent survivre à des pressions inimaginables. Tardigrades. Genre tardigrades. Puis c'est ça. Fait qu'à travers des comètes, la vie se promène de planète en planète. Une des théories sur pourquoi la vie est arrivée sur Terre, c'est elle est arrivée sur Mars en premier, puis elle nous est venue dans certaines collisions. Entre la Terre et Mars. Plus chanceux, un terreau plus fertile pour la vie sur Terre. Ouais, ou le terreau là-bas était très fertile, puis à un moment donné, il a arrêté de l'être. Puis entre-temps, ça s'est changé. Fait que nous autres, on a popé ici, mais sur Mars, il y avait une civilisation complète. Puis après ça, elle s'est complètement détruite. Puis là, en ce moment, on a des rovers qui s'assurent de répertorier tout ça. Puis dans pas long, on va tout apprendre qu'est-ce qui s'est passé sur Mars. Tu sais, c'est des théories, mais c'est de plus en plus intéressant parce qu'on a les moyens de nos ambitions. Curiosity est là en train de faire ça. On découvre qu'il y a des traces d'eau sur Mars. La vie aurait été possible, peut-être. Fait que là, la théorie de la panspermie a un peu plus de force, puis peut-être qu'on est tous martiens. Malade, hein? Oui, parce que moi, à date, on fait bien des liens avec le sujet que je vais aborder après. Puis... quand est-ce qu'on va arriver dans ton sujet? Écoute, commençons tout de suite. Ouais, moi, de mon côté, en anticipation pour la rencontre d'aujourd'hui, je me suis plongé dans un bouquin qui s'appelle Last and First Man par Olaf Stapledon. Je l'ai écouté en version audio, mais il est disponible aussi en français. Il s'appelle Les Derniers et les Premiers, édité par Terre de Brume. C'est un livre qui a été écrit en 1930. Olaf Stapledon, c'est un auteur anglais, pas nécessairement un scientifique, là, vraiment juste. Il écrit des livres de science-fiction. Puis, c'est de lui que t'as parlé tout à l'heure. Oui. OK, puis tu m'as comme caché son nom. Parce que je savais que j'allais en parler. Je ne l'ai pas divulgaché. Et dans le fond, son livre, c'est une chronique des premiers humains jusqu'aux derniers humains. Vu d'un homme qui a été témoin, si tu veux, ou comme un historien de cette dernière génération d'hommes qui est capable, là je dis homme, là, mais civilisation à partir de l'humanité. Exactement. Puis, c'est drôle parce qu'en préface, il suggère, c'est un gars qui a écrit ça dans les années 80, puis il suggère de sauter toute la première partie du livre, parce que la première partie du livre, dans le fond, lui, il est pré-Deuxième Guerre mondiale, puis il y avait des opinions sur l'Allemagne, les États-Unis, qui ont vraiment, vraiment teinté
un peu ce qui a mené à la perte de la première version de l'humanité, qui est toi et moi. Puis... genre la tendance darwinienne là, à aller vers l'eugénisme, puis les commentaires raciaux. J'irais pas jusqu'à dire que c'était raciste ou qu'il y avait un commentaire là-dessus, mais plutôt que je pense qu'en tant qu'Américain ou en tant qu'Allemand, ça aurait pu peut-être être un peu choquant d'écouter sa vision de... Moi, je sais bien que si ça parlait de Canadien, je l'aurais pas pris mal, mais je pense que l'auteur qui dit ça au début... Bon, je me suis dit en même temps, j'ai juste quelques semaines pour l'écouter. Tout de suite, j'étais allé à la fin de la première civilisation. C'est surtout, vraiment, là, on parle de race intelligente. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux. Il y a un certain moment, puis il fait des grands sauts. Là, là, il vient de se passer 15 millions d'années, il n'y avait rien, tout d'un coup, l'humanité renaît sous une autre forme. Puis ce qui est intéressant avec ce qu'on disait tantôt, c'est qu'à travers cette épopée-là, qui est vu, comme je le disais tantôt, de ce genre d'historien qui lui, vit sur un autre niveau de conscience et nous explique à nous, pauvres lecteurs, qu'on comprendra pas tout, fait qu'il va aller vite à certains endroits. Des fois, il va plonger, zoomer sur une situation parce qu'elle est historiquement importante, mais à d'autres moments, il va s'éloigner puis il va sauter plusieurs millions d'années. On a comme un portrait de comment les humains les changent d'itération en itération, puis pourquoi ils changent, puis les conflits qui existent, puis les moments sombres avant la chute complète de ce qui est de l'itération actuelle de l'homme. À un moment donné, il y a un conflit avec des Martiens. Fait qu'il explique ces Martiens-là, comment biologiquement ils fonctionnent, quelle sorte d'entités ils sont. Écoute, je vais essayer de t'en dresser un petit portrait parce que c'était la partie que j'ai trouvée la plus intéressante. Mais c'est Martien. Puis au début, quand il s'en va vers Mars, j'étais comme, c'est une chose qui éterne des années 30. Puis là, il va y avoir comme des hommes verts qui vont arriver. Mais non. Habillés tout en aluminium. C'est ça. Mais non. La première fois que les humains sont témoins de la vie martienne, ça vient sur Terre comme un genre de à mi-chemin entre un nuage puis un jello, si tu veux. OK. Un peu comme difficile à cerner si c'est gazeux ou si c'est gélatineux. Ou si c'est... Puis, c'est une organisation un peu comme un hive mind. Et chacune de ces parties-là possède une indépendance, mais quand ils se regroupent ensemble, ils donnent la gestion de la conscience à l'entité dominante. Et là, ils peuvent prendre toutes sortes de formes. Puis chacune de ces entités-là, chaque individu, si tu veux, dans ce nuage martien-là, participe à l'effort selon ce qui est demandé de la conscience dominante. OK. Donc là, ils peuvent décider... Mais la conscience dominante, elle a comme été élue par le reste des consciences? Ouais, par un genre de système de dominance, si tu veux. OK. Mais ça sonne pas très démocratique. Non. Moi, je l'interprète, on dirait, comme du communisme cognitif, puis c'est Staline. Sauf qu'ils peuvent se dissocier comme ils veulent. OK. Puis quand ils reviennent ensemble, ça peut être quelqu'un d'autre. OK. Fait qu'il y a peut-être même un aspect aléatoire là-dedans sur qui prend le contrôle, mais chaque individu prend son rôle au sérieux, puis va participer. Puis il y a une spécialisation aussi chez les individus. C'est à mi-chemin entre... En fait, il y a des processus pour survivre qui ressemblent beaucoup à la vie végétale. Et ils vont spécialiser certains individus pour s'enraciner à la manière d'une plante dans le sol martien pour en absorber les nutriments. Ils vont en spécialiser d'autres pour absorber les rayons du soleil. Ils peuvent consommer la matière organique. Ils vont même construire des choses sur Mars parce que dans le fond, ce nuage-là peut se contracter pour devenir solide, pour avoir une influence sur l'environnement autour d'eux, ou ils peuvent se dissocier, puis là, c'est plus aérien, plus gazeux. Fait qu'ils vont creuser, ils vont utiliser des matériaux, des outils, ils vont pouvoir faire ça sur leur monde à eux. Puis là, il explique que quand ils arrivent sur la planète, sur Terre, il y a différents conflits qui arrivent avec les humains d'année en année, mais les humains finissent toujours par trouver une façon de les repousser. Puis au moment de leur mort, ces individus-là, les humains découvrent que ça s'apparente plus au virus. Tu parlais de virus tantôt. Puis là, il y a toute une description que Stapledon fait de quand l'individu meurt, si tu veux, son enveloppe renferme ce qui est
compatibles avec le virus dans notre monde à nous. Et là, les humains tombent malades, sont affligés de plein de troubles respiratoires parce que quand ces créatures-là meurent, on les respire, puis là, ça attaque le corps un peu à la manière d'un virus. Fait qu'ils ont comme un espèce de fail-safe de fin de vie, là. Tu sais, la bombe explose quand tu l'as tué. Sauf que c'est complètement laissé au hasard. C'est juste... Ça arrive comme ça. C'était pas réfléchi d'avance. Puis, il va aussi dans la compréhension que peut avoir une espèce sentiente, intelligente, avec une autre. Fait que comment les Martiens voient les humains? Mm-hmm. Comment les humains voient les Martiens? Puis il y a une incompatibilité dans comment ils peuvent se comprendre. Pendant des milliers d'années, les Martiens pensaient que les humains, c'était un peu du bétail. Ouais. Puis qu'il y avait une intelligence surnaturelle sur Terre qui utilisait ces humains-là puis qui les contrôlait. Parce que eux, c'est comme ça qu'ils marchent. Ah, ça, j'aime vraiment ça. Ouais. Rentrer dans la perspective des formes de vie différentes sur c'est quoi l'autre version que tu vois, tu le regardes toujours avec ton regard à toi, là, t'es pris dans ton biais d'observateur. C'est que ça, ce roman-là. Il y a jamais de moment... Je pense que le moment où on se rapproche le plus de l'expérience intime de ce qui se passe, c'est une expédition de 35 personnes qui sont partis explorer, je pense, l'Arctique. Et là, il arrive une catastrophe, mais eux sont épargnés de la catastrophe parce qu'ils étaient très, très loin. Puis là, c'est les 35 derniers individus de cette civilisation-là. Là, on se rapproche vraiment plus de ce qui se passe avec ces 35-là. Puis il arrive des drames entre ces personnages. Est-ce qu'ils nomment? Est-ce que ça devient des personnages nommés? T'as le navigateur, qui est comme le capitaine du navire. Il leur donne des biologiste, titres. Ouais. Puis, à partir du moment où ils commencent à réussir à reconstruire la civilisation, ben là, on s'éloigne, puis on recule. Puis là, finalement, on parle plus de jours ou de mois, mais on parle d'années, puis de milliers d'années, puis de millions d'années. Ouais. C'est vraiment, là, je pense que pour quelqu'un qui sait pas trop comment commencer la xénobiologie, je trouve que d'écouter, même pas au complet, là, mais juste à partir de la fin des premiers hommes, puis là, on peut se fier à ce qui se passe avec les deuxièmes, ben ça te donne tout de suite une prise sur c'est quoi la xénobiologie, puis jusqu'où tu peux aller. Parce que oui, la vie, la biologie d'une plante, comment ces animaux-là fonctionnent, ces champignons-là, mais il y a aussi quelle influence ça va avoir autour. Ouais. Oui. Est-ce que ça va développer des conflits? Est-ce que ça va déplacer... Fait vraiment... Il y a des interactions entre les formes de vie dans notre monde qui sont pas de l'ordre... Tu sais, mettons qu'on zoome dans la xénobiologie. Peut-être qu'un jour, on va en parler dans un prochain épisode, parler spécifiquement de xénobotanique. Ouais. Là, on fait un épisode où on parle des végétaux, puis on va loin là-dedans, c'est possible. Ou xénozoologie ou xénoanthropologie. Je pense qu'on peut faire xénoanthropologie, pour vrai, on aurait vraiment beaucoup de stock. Là. Ouais. Même ce que le roman dont tu parles, c'est principalement ça. Mais il y a le rapport de force entre les différentes formes de vie qui appartient au zoom out. Il appartient à la xénobiologie, ça. C'est un des aspects dont tu es en train de parler là, qui est vraiment le lien entre les différentes formes de vie, entre la forme de vie martienne puis terrienne, qui ont évolué différemment, qui sont pas du même règne ou domaine de la classification classique. Tu parlais d'anthropologie tantôt, là. Quand l'irrigation est apparue, mettons. Là, ouais. Ben, ça a une influence sur le monde botanique, puis sur plein d'aspects de la vie humaine. Oui. Tu es en train de dire que la vie humaine a une influence sur la planète? Ouais, plus que la planète a une influence sur la vie humaine aussi. Là. Oui. Mais ouais. Et c'est ce qu'il y a. Oui, parce que, non, mais c'est vrai, par exemple, les glaciations ont été très, très rough envers les espèces à sang froid, puis ont permis aux espèces à sang chaud de mieux se placer dans le... Tu sais, fait que t'as ce rapport-là entre ce qui se passe à la planète en général, puis ce qui arrive aux formes de vie qui l'habitent. Je pense à un moment donné sur Terre, à l'époque, c'est-tu dévonienne? Tu connais-tu un peu les... Quand je vais arriver Carbonifères, le Carbonifère. Il y avait... La plupart de la planète était habitée par des insectes puis des amphibiens qui faisaient 20 mètres de haut, puis tu sais... Oui, les mégaphones, là. Mais pas la mégafaune de gros castors, là. La mégafaune d'insectes. C'est des libellules qui font des mètres de long. Ouais. Puis ça, c'est fucked up. Ça, c'est juste à cause de l'atmosphère qui avait une pression différente.
Puis c'était pas parce qu'il y avait plus de carbone. Je pense que ça s'appelle carbonifère parce que c'est à cette époque-là que le charbon s'est créé. Ben, t'as besoin aussi d'avoir une biomasse qui est capable de supporter les habitudes nutritives, nutritionnelles. Oui, mais il y avait des créatures-là. fougères, là. Ah non, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'oxygène. Il y avait genre 20% de l'atmosphère, c'était de l'oxygène. Donc, ça permettait justement des fougères qui montaient à 20 mètres puis des libellules qui faisaient 10 mètres. Genre. Fait que ça, quand tu crées ta faune, tu peux le backer avec un peu de science ou quelque chose comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que la planète puis la faune, ils s'aident ou ils se nuisent l'une l'autre. Puis si tout à coup, ben il n'y a plus autant d'oxygène, ils meurent tous. C'est ça qui est arrivé, ça a fait une extinction. T'sais. Ben, pour vrai, le livre Olaf Stapledon, les derniers, les premiers, ouais. Moi je le conseille parce que pas juste en xénobiologie, juste comme en démiurgie, l'apparition de continents, la migration de peuples, il y a beaucoup de matériel là-dedans. Des fois, ça peut être quelqu'un qui cherche une histoire. Comment il s'appelle l'auteur? Olaf Stapledon. Stapledon. OK. Puis, regardez ça. Puis pour revenir, en fait, sur comment on va souvent traiter d'un aspect, puis on va trouver plein de liens avec toutes les autres autour. Juste géologie, puis comment nous, on a nommé l'âge de pierre, bronze. Ouais. Fait que la découverte et les innovations qui nous permettent de travailler ces différentes choses-là, ben, ça a complètement modifié la trajectoire de la civilisation, de l'humanité en général. Fait qu'on va toujours trouver des liens qui vont... fait que ressource world building qui n'est pas orienté pour les world builders, autant que c'est juste une œuvre. C'est juste une œuvre qui en fait beaucoup dans ta face. Oui. Mais sauf que clairement, en l'écoutant, si jamais tu le lis ou si tu l'écoutes, tu vas faire comme « Ah oui, ah ok, oui, ça, oui, moi aussi j'aurais fait ça. » Il est comme, ça arrête pas, là. C'est vraiment que de la démiurgie. OK. Ouais. Nice. J'aime ça. Julien, est-ce que tu te sens prêt à passer au volet création de l'épisode? Je brise la glace, c'est ça, hein? Ben, tu brises la glace, je pense que ça va être la première fois qu'on se lit quelque chose. Dans le fond, à chaque épisode, une fois qu'on a parlé de l'aspect qu'on voulait aborder, aujourd'hui, xénobiologie et apparition de la vie, ben... un ou deux va partager une création inédite. Ouais. Complètement inédite. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on se l'a envoyé hier. Fait que moi, j'ai déjà regardé vite ton texte, mais ça reste comme... On s'entend que c'est frais, là. Fait que, ouais... peut-être qu'on peut passer on peut-tu mettre une ambiance sonore? Je vais certainement rajouter une ambiance en post-prod. Cool, j'aime ça. Mais je pense qu'avant de commencer à lire, je dirais que j'ai décidé de nommer j'ai décidé de nommer mon projet. Je vais donner un titre de travail qui est directement lié avec ma première idée, qui est un village frontalier. OK. Fait que moi, j'ai été vraiment dans le plus un petit peu microscopique au début. Et j'ai décidé, dans le fond, d'utiliser Val-Terreur comme titre de travail. Fait que Val-Terreur, c'est le nom de ton village frontalier. C'est le nom d'un village frontalier dans mon univers qui va prendre de l'expansion d'épisode en épisode. Et ben, c'est le premier texte de Val-Terreur. Cool. Super prédateur. Étude des habitudes migratoires du goulot volans et leur influence sur la sédentarisation et prospérité subséquente des peuples continentaux. Rapport commandé par l'empereur en l'an 562 ab urbe condita. Goulot volans, le glouton du ciel ou arc-orang, également connu sous son nom vernaculaire, est une espèce de mammifère majoritairement carnivore. La bête aurait dominé les cieux adofariens plusieurs siècles avant l'arrivée de l'empereur, puis aurait migré vers l'ouest, possiblement à la recherche de nourriture. Pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres, l'arc-orang parvient à soulever son imposante masse grâce à ses puissants membres postérieurs qui génèrent l'impulsion initiale. Ses membres antérieurs supportent un patagium qui permet ensuite à l'immondice une ascension continue, ponctuée de vols planés. La caractéristique la plus horrifiante de cette créature demeure sans contredit une 3e paire de membres, située aux commissures de son immense gueule, et qui permet au glouton de déguster sa proie sans atterrir. De son immense gueule garnie de centaines de dents acérées, surgit une longue langue que la femelle utilise pour partager des morceaux de sa proie avec ses petits qui logent dans une poche marsupiale jusqu'à la fin du stade juvénile. C'est l'appétit insatiable du goulot volans qui lui vaut son nom. En effet, une femelle seule peut décimer un village en une matinée.
capturant aisément enfants et adultes dans les griffes de ses pattes postérieures et dévorant rapidement son butin, avant de replonger pour un deuxième service. La panique engendrée par la visite du narcourang décuple son efficacité, puisqu'elle s'oriente avec une immense paire d'oreilles capable d'écholocation. Sans égard pour sa propre intégrité physique, la femelle entre dans une sorte d'état de rage et s'attaque d'abord aux proies les plus bruyantes, puis se posera finalement avant de passer le village au peigne fin. Plusieurs témoins rapportent que les spécimens juvéniles, maintenant de la taille d'un ours, s'adonnent aussi à cette activité avant de retourner dans le marsupium de la mer. Quelques témoins disent avoir survécu à une rencontre nez à nez avec le prédateur en restant silencieux, ce qui pousse plusieurs chercheurs à croire que Goulot volans est entièrement aveugle. Ses 6 yeux seraient en fait des ocelles utiles à la régulation des systèmes cycliques et circadiens. Ces derniers théorisent aussi que l'arc-ourang utilise les nombreuses cavités qui recouvrent son museau comme des flutiaux émettant des ultrasons utiles à l'orientation, voire la communication entre individus. Après avoir décimé les caravanes des premiers peuples et les cyclopéennes cités nordiques des édificiers, Goulot volans serait migré des plaines arides du centre du continent vers l'ouest, toujours sauvage et inexploré. Moins d'une demi-douzaine d'attaques ont été rapportées depuis la 3e expansion, tous sur Val-Terreur, à l'exception d'une étrange incursion d'un spécimen mâle dans la capitale. Dépourvu d'ailes et affaibli par la faim, il fut rapidement capturé et envoyé au Colisée, où il fut malheureusement complètement calciné durant les Jeux. La dernière attaque datant de la fin du siècle dernier, une quantité considérable d'historiens et d'anthropologues affirment que l'arc-ourang est responsable de l'unification des premiers peuples dans les jungles méridionales, puis de leur sédentarisation définitive sur la péninsule adofarienne. En effet, l'envergure des ailes du Goulot volans est estimée à une 15aine de mètres, rendant impossible son vol à travers l'épaisse canopée qui était maintenant le refuge de nos ancêtres. Les jungles étant elles-mêmes dangereuses de par la quantité phénoménale des prédateurs qui l'habitent et des maladies que transportent ces insectes, les nomades durent mettre à l'épreuve de récentes innovations en matière de chasse et d'armement, elles-mêmes provoquées par une exposition prolongée aux attaques de l'arc-ourang. La seconde expansion s'est soldée par l'assimilation des archives édificiaires, nouvellement propriété adofarienne depuis l'inclusion de ses propriétaires et des galeries souterraines qu'ils occupent dans l'Empire. L'étude de ces documents s'avéra nécessairement ardue, les édificiers étant ecclésiastiquement dépourvus du droit de nommer proprement tout lieu, découverte ou invention, une superstition ouvertement ridiculisée par l'empereur. C'est en comparant l'art pariétal des premiers peuples avec des poèmes édificiés que les savants ont établi un premier lien entre les deux civilisations. C'est à cause de l'arc-ourang que les édificiers, alors un peuple de surface, fuirent vers les profondeurs des montagnes septentrionales. Si ce grand dérangement fut pour nos ancêtres l'étincelle nécessaire au développement de notre ambition, de nos plus grandes innovations et de nos cités, il sonna, pour nos camarades du Nord, le glas marquant le début de leur déclin psychique dans les profondeurs de la superstition et de la démence. Antide le Vertueux, 16e jour du mois de mars de l'an 563, à Borbé Condita. Alright, merci Julien. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Goulot volans. Ouais. Ok, cool. D'où t'es parti avec cette idée-là? J'ai commencé avec un dessin. Hein. J'ai fait comme quand j'étais enfant. Ok. J'ai commencé à dessiner, puis là, ça ressemblait à une sorte de blaireau. Je pourrais mettre l'image, là, peut-être sur le Discord ou... Ah oui, s'il te plaît. Je veux voir. C'est un dessin très naïf, là, mais ça ressemblait un peu à un blaireau au début. J'y ai fait des oreilles gigantesques, j'ai enlevé ses yeux, puis là, j'étais ça serait cool qu'il y ait des ailes de chauve-souris. Puis il y avait des griffes de paresseux, puis c'était comme un genre d'hybride de plein d'affaires. Mon but, c'était de prendre quelque chose qui est inoffensif dans notre monde à nous, un rongeur, puis d'en faire comme c'est un genre de prédateur qui domine, qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Oui, ben moi j'ai bien aimé plus qu'il se définissait, dans les premiers paragraphes, tu définis c'est quoi une arc-ourang. Faut-tu que je l'appelle glouton? C'est quoi? Ben moi, le terme préféré. Glouton du ciel. Glouton du ciel. Non, mon terme préféré, c'est Goulot volans. Tu lui as donné 3-4 noms, là. Ouais. Ben un peu à la façon d'une page Wikipédia. Ouais. OK. Mais
ce que j'ai aimé au fur et à mesure qu'il se définissait, c'est qu'au début, j'étais comme, ben, c'est un monstre qui vole, c'est quoi, c'est un dragon? Non, c'est un écureuil volant. Tu sais, c'est ça, là. Il y a un patagium, là. Il y a une espèce de membrane palmée Ouais. qui lui permet de planer. Fait qu'il vole même pas, il se propulse, puis il plane après ça. Il fait comme des genres de longs sauts. Fait que, ouais, plus qu'il se définissait, plus que j'étais comme, c'est sa propre créature, puis on n'est pas en train de plagier des mythes tant qu'on est en train de juste hybridiser des segments d'animaux. J'ai un feeling ornithorynque. Ouais. Tu comprends? Genre, t'as juste travaillé avec différents éléments, puis tu dis, on va mettre ça là, mettre ça là, mettre ça là, un peu comme Dieu a fait avec l'ornithorynque. Fait que, les membres aux commissures de sa gueule, là, j'étais comme, bon, là, c'est horrifiant. Là, Ouais. c'est genre Lovecraftien, ou c'est comme vraiment plus tiré d'une toile de Bosch, là. Tu sais, un truc médiéval avec plein de monde qui meurt, puis tout le monde est en sang, puis il y a du feu partout, puis la bébête, elle plane, puis elle vient genre toute calissée dans sa gueule avec ses membres. D'ailleurs, c'est quoi ces membres-là? C'est genre des bras? Ouais, C'est moi j'imagine des dégueulasse. genres de mains de raton laveur, là. C'est genre des petits bras avec des mains de raton laveur. Puis quand il mange, est-ce qu'il se le met dans la bouche, puis il grignote? Ah ouais, comme un blé d'Inde. OK. Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, Nice. moi j'ai eu la chance d'observer une libellule manger une mouche. OK. Elle est venue se poser près de nous, puis C'était ça, là. c'est vraiment ça, hein, un insecte qui... C'était-tu une libellule qui était format normal ou du carbonifère? Ouais, non, heureusement, là, c'était format normal. OK, bon, parfait. T'es Ben, chanceux. ben, c'est sûr que moi, en campagne, ils peuvent venir quand même grosses, mais Ouais. non, puis je trouvais ingénieux que ben, elle a 6 pattes, puis ces 6 pattes servent à se tenir debout, tu sais. Ouais. Fait qu'elle a un système pour tenir sa proie devant sa bouche pendant qu'elle mange. Puis là, je me disais, si nous on avait ça, on pourrait lire un journal, manger une sandwich. Mm. Puis, tu Si comprends un seulement. peu, si seulement on pouvait lire un journal. Puis ça en serait mangeant- cute, avoir des mini-bras d'un joue qui ressortent des joues puis qui s'en vont devant nos dents. Ouais, des genres de petits bras de bébé. Ouais, moi, comme des mandibules, mais en bras de bébé. Fait que c'était mon idée de qu'il y ait des mandibules, mais en bras dans ton laveur. Très cool. Ouais. Et je taillis. OK. Puis, non, mais c'est ça, je vais un peu continuer sur ce que tu disais parce que tu as parlé du dragon, puis moi, mon idée au départ, étant donné que mon univers, je le rappelle, je le fais pour créer un bac de sable pour un jeu de rôle. Oui. J'étais comme, ben, ça va être un dragon. Puis là, je me trouvais plate. Mhm. De comme, moi, ce qui domine les cieux, c'est un dragon. Fait que j'ai remplacé le dragon de mon univers par le goulot Valence. Par une créature de ton enfance. Ouais. Mais c'est cool, ça. Ça rend la chose comme unique à toi. C'est idiosyncrasique. Ça appartient à Julien Lefort. Puis là, on n'est plus dans Donjon Dragon. On est dans Donjon Goulot Volance. C'est ça. Très cool. Puis j'ai trouvé que la poche marsupiale fitait bien. Même si, ce que j'imagine, c'est une espèce de rongeur. Les marsupiaux, Ouais. comme le même feel qu'un rongeur. C'est juste la version hémisphère sud, whack. Ouais. Fait que j'étais comme, ça c'est le fun. Mais après ça, tu l'intègres dans un petit passage où le juvénile sort, puis il va... Fait que là, j'étais comme, ça, j'aime ça. Parce que tu vas t'es rendu dans la partie de la page Wikipédia qui est les comportements sociologiques de... Puis là, comment l'enfant apprend à... Ben, pas chasser ici, mais c'est plus à massacrer des villages. Fait que là, il sort de sa poche, s'en va massacrer un peu, il revient dans sa poche. C'est que le goulot Valence, c'est pas tant... admettons qu'on construit des bâtiments qui ont une structure solide. On s'imagine qu'on peut survivre à l'attaque d'un animal qui est vraiment gros si on est dans un bunker, mettons. Ouais. Tandis que le spécimen juvénile, lui, il peut charger une porte. Là. Ouais. Il peut rentrer par une fenêtre. Mm-hmm. Fait que j'ajoutais l'horreur un peu du mothership qui arrive, puis que plein de vaisseaux sortent de lui, ben... Elle a fait une job d'élagage au début. Ouais, elle claire la voie publique. Ouais. Après ça, elle descend, puis les petits débarquent. Ouais. Puis là, c'est là que t'entends la panique continuer. Ben, c'est ça. Puis eux, ils font le travail de police militaire de toc toc toc. Oui. J'ai tout compris. Nice! Ouais. C'est effrayant. L'écolocation aussi fonctionne bien, mais là, tu sais, aile de chauve-souris, écolocation, on est là. Ouais. Fait que c'est ce que j'ai noté pour le goulot volance. En général, c'est un animal que je suis content que tu nous l'aies introduit de cette façon-là aussi. On peut peut-être parler un peu du format. Ouais. Fait que ton texte est diégétique. Ouais. C'est-à-dire que pour les gens qui sont pas familiers avec la diégèse, ben, le texte est dans l'univers. C'est un rapport fait par
comment il s'appelle? Antide. Antide, le vertueux, à l'empereur. Et donc, le texte est tiré de l'univers, puis il est lu tel quel, mais juste en français. Absolument. Fait que ça, c'est un choix on s'était posé la question, on fait quelque chose d'extra-diégétique, comme un texte qui rentre dans une narration troisième personne ou même point de vue première personne, ou on fait quelque chose qui est diégétique, puis toi, tu as fait un choix clair, parce que là, tu nous donnes un texte qui est un rapport sur un animal. Moi, je trouve ça cool. Est-ce que tu as l'intention de tout le temps faire ça? Ouais. Quand on va passer, j'ai déjà un deuxième texte de préparé. Ouais. J'ai fait le même... Ce sera pas un rapport toujours à l'empereur, mais ça va toujours être diégétique. OK, cool. Correspondance, liste d'épicerie. Ouais, c'est ça, parce qu'on a déjà, on va être franc, là, on a déjà fait quelques textes. Moi, le texte que je t'ai envoyé aussi, c'est diégétique. Ouais. Fait que toi et deux, on est embarqués dans le diégétique. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, pour pas parler de mon texte, mais quand même comparer, le cadre que tu as choisi, tu sais, Empereur, Aburbe Condita, Gulo Volans, t'as une forte influence romaine, tu sais, un péplum, là, Sword and Sandals, Ben-Hur, Spartacus, c'est ça que je vois un peu comme monde. Ouais, puis tu me copies, mon asti? Ben, quand j'ai lu ton texte, j'ai vu qu'il y avait une mention d'un Sénat, puis tout, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, mais... Tous les deux, mais je trouve ça hot, parce que... Mais moi, j'en connais plus sur ton monde que t'en connais du mien, oui. Puis je m'en vais ailleurs. Ah, ok. Mais je trouve ça quand même hot, parce que le fantasy d'antiquité, là, c'est pas quelque chose qui est surjoué. Là. Ouais. Médiéval, c'est ce qui est surjoué. T'sais. Mais les trucs antiques, c'est rare, mais c'est quand même whack que toi et deux, on est partis de notre bar, puis on s'est donné un Sword and Sandals. Je m'en vais vraiment pas là, par exemple. Ben, tes deux premiers textes sont là. Absolument. Puis on va revenir, dans 2 épisodes, on va faire ton texte. Tu vas le voir souvent. Mais ouais, c'est pour ça que je ris, là, puis je souris, c'est que je sais, j'en connais beaucoup sur Gadin quand même, puis je m'en vais ailleurs complètement. Puis c'est pas une maladresse d'utiliser des formules Aburbe Condita qui est comme clairement humain. Je fais pas du conlang, je fais pas de la substitution, c'est vraiment, ça fait partie de l'univers dans lequel on travaille. OK. Ben, de toute façon, moi, je trouve que c'est un choix qui fonctionne, dans le sens où je peux le lire de 2 façons. Je peux regarder ça puis me dire... OK, c'est un espèce de... Il a reporté notre perception du monde antique dans son univers, puis leur perception du monde antique en utilisant des formules latines. Fait que je trouve que ça, c'est hot. Ou, je peux le lire d'une deuxième façon, qui est tout ça est à prendre de façon canonique, c'est-à-dire ça se passe dans notre monde, puis c'est une histoire alternative. Les deux fonctionnent. Ce qui fonctionnerait pas, c'est si tu fonctionnais avec du latin, puis que ça avait pas de fil romain pantoute, puis qu'on est même pas en train d'extrapoler sur quelque chose basé sur notre monde. On est dans ta deuxième option, on est dans quelque chose qui est expliqué. Là. OK. Fait qu'il y a un point où ça recoupe notre univers. Ouais. Très cool. Tu te souviens, dans le premier épisode, on parlait de superposition. Événementiel. Ouais, il y avait un nom pour ton... Non, pas... Ah oui, quand le monde secondaire était superposé au monde primaire. Superposé au monde primaire. Ouais, j'ai décidé d'inclure une formule qui a un monde primaire. OK. Dans mon truc. Je t'en dis pas trop. OK, dis-moi, ne m'en dis pas trop. Non. Puis finalement, le dernier commentaire que j'avais, ou c'est plus une série de commentaires, mais c'est juste, j'ai pas parlé de l'aspect migratoire. Ouais. Puis ça, c'est pour moi, oui, c'est vrai, t'as été dans l'anatomie puis les comportements de l'animal, mais toute la conversation qu'on a eue avant que tu lises ta création parlait justement des interactions entre le comportement des animaux puis ce que ça a comme influence sur les autres espèces. Puis c'est ça, les mouvements migratoires du peuple, j'ai vraiment aimé le fait que l'animal épeurant a décidé de qu'est-ce qui allait se passer avec les peuples, parce que où est-ce que tu peux te cacher, ça devient ton havre. Exact. Puis cet animal-là va essayer de tuer de l'humain, fait que tu veux faire attention. Fait que j'ai noté de quoi? J'ai noté, on sent que Val-Terreur subit beaucoup, la capitale subit peu, fait que le fait que tu vas aller parler de Val-Terreur, il y a des arcs-angles. Ouais. J'ai peur là, pour les joueurs, pour les personnages. Je pense que c'est ça le but. Puis j'ai noté les édificiers aussi. Les édificiers, c'est comme un autre peuple, c'est ça? Ouais. Qui forme avec les Adofariens, avec ton peuple principal? Dans le fond, l'Empire... Là, évidemment, c'est des choses qu'on va découvrir de texte en texte, mais mon modèle, c'est que l'Empire inclut et absorbe
différentes nations. OK, oui, je prendre comprends. comme ça. C'est un classique impérial. Donc, je parle d'une expansion à un moment donné, Ouais. puis comment que cette expansion-là Première nous expansion. partage l'information. Troisième puis, expansion. Je me ouais. dis que non, ils n'arrêtent jamais de faire ça. C'est comme un sport. En parlant de sport, justement, tu as parlé du Colisée puis des jeux. Ouais. Tu as dit qu'un Arkourang mâle qui a fini calciné. Ouais. Là, je me suis dit, finalement, il y en a peut-être des dragons. Ou c'est-tu calciné avec des torches puis des flèches incendiaires, je sais pas, mais... Peut-être. Il n'a pas fini, genre, abattu avec une épée. Fait que là, Non. je me pose des questions. Ben, puis aussi, je voulais, je sais pas si c'est trop apparent, mais je voulais me débarrasser de la possibilité de l'étude d'un spécimen. OK. Non, c'est pas apparent. Je l'ai vu comme si tu avais posé une espèce d'énigme Parce que ça aurait- de comment ils se font calciner. Ah, ok. Moi, j'ai vu le mystère à travers la J'ai force. l'intention d'aller dans le microscopique puis parler de cette situation-là un jour. OK. Mais mon but, c'était de justifier aussi pourquoi on n'a pas pu disséquer l'Arkourang pour en connaître plus. Mhm. Parce que si on avait eu un spécimen, puis on aurait pu... Ben là, il y aurait eu plus d'informations dans Ouais, puis- mais le fait qu'il est un peu mythique parce qu'il est tellement dangereux puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent survivre à une rencontre avec la créature, ben là, on reste un peu dans le flou puis dans le « Oh my God! » C'est-tu vrai les mains sur le bord de la bouche? Ouais. Ouais. Puis lui, Antide le vertueux, on sait pas à quel point c'est un vrai vertueux. Ouais. Il ment-tu à l'empereur? Il y a tout le temps cet aspect-là aussi. Ouais. Mais il y a Fait une que là, part- il y a une- je l'ai pris pour du cash parce que j'ai pas de raison d'aller ailleurs, mais peut-être avec d'autres textes, peut-être qu'il se signale comme un gars qui est pas fiable, tu sais, je sais pas. Ouais. Fait Il y a que- une partie du texte qui est caviardée aussi, c'est pas un bug, c'est pas quelque chose qui est arrivé dans le Oui. dans l'enregistrement, là. C'est vraiment que dans le texte il est barré au marqueur noir. Oui, c'est ça. C'est caviardé. C'est ça qu'on dit en français, hein, Ouais. pour redacted. Ouais. Fait que c'est l'élément qu'on voit pas. Il y a un C'est nom l'élément qui a été censuré. non vernaculaire, puis tu me l'as censuré. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est genre écureux. Ben, tu veux que je te dise pourquoi? Non, Parce que non, je vais non, plonger dans des... non, Ok, dis-moi le ok, pas, ok. dis-moi le. Julien, Tu vas le découvrir un jour. Pourquoi? Julien, le moins que j'en sais, le plus que j'en Parfait. découvre par ton texte, le plus que c'est diégétique. C'est intéressant que le premier texte, ce soit un rapport sur un super prédateur. C'est comme tellement comme... On connaît rien encore sur cet univers-là. Ouais, mais- tout ce qu'on connaît, J'essayais de c'est prendre ce des qu'ils perches. pensent d'une créature qu'ils ont à peine vue. Ouais. Cool. Mais ça ouvre des portes, tu sais. On sait qu'il y a un peuple qui s'appelle les édificiers, les premiers peuples. Puis, tu sais, on apprend des choses puis sur l'histoire. Puis, tu sais, j'ai quand même une année, 562, Aburbe Condita. Mhm. Aburbe Condita veut dire depuis la fondation de la ville. Fait qu'on sait qu'il y a une ville. Puis, si on parle un peu latin. Puis, 562, OK, cool. C'est une ville qui a quand même, genre, marqué une ère assez pour qu'on nomme les années par rapport à cette fondation-là. Puis, on est rendu 562 ans plus loin. C'est un empire. Pour moi, on est dans quelque chose qui est centralisé, un pouvoir qui appartient à la capitale. Valterreur, c'est frontalier, tu m'as dit. Fait que, tu sais, déjà, j'ai de l'information. Fait que tu sur ton comprends que univers. Aburbe Condita, c'est pas l'année de la fondation de Valterreur, mais c'est l'année de la fondation de la capitale. C'est ce que je pense. Ok, là. ouais, exact. Julien, c'est tout le temps qu'on avait. Ben, ce fut un plaisir. C'est pas vrai, on pourrait continuer Ouais. autant qu'on veut. Mais je pense qu'on a fait le tour pour la xénobiologie, puis ta création de la semaine. Super prédateur, man. L'Arkourang. Ouais. Wanna see more. Ouais, je vais essayer de mettre une illustration rapidement sur les médias sociaux. On va l'intégrer à version YouTube. Parfait. Ici. Bonne Comme ça, idée. les gens vont pouvoir regarder l'image de l'Arkourang puis se chier dans les shorts. Je pense que tu surestimes mon trait de crayon, mais Ah non, je pense que ça va être horrifiant. oui, d'une autre façon. OK. Cool. Ben, c'est tout pour cet épisode. Ouais, Excellent. C'est un wrap. ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir. Bonne semaine, Joël. Bonne semaine, Julien. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.